Oui. Voilà. Voilà, in Bonjour. progress. Bonjour. Alors, Bonjour. Vas-y. on a attendu Catherine, on a entendu Nathalie, et maintenant, eh ben, on attend Madeleine. Voilà. Je Hein? vais vous parler, donc, nous allons vous parler d'une des femmes d'André Malraux. Elle est connue pour avoir été une épouse d'André Malraux, et il a eu plusieurs femmes, si on veut, entre guillemets, enfin non pas entre guillemets, mais mariées ou pas mariées, et elle est la plus discrète. Alors, on va voir pourquoi et ce qui lui est arrivé. La voici, parce que bien que très discrète, elle a quand même eu un grand rôle. Donc, elle est bélier, puisqu'on est en ce moment dans le bélier. Elle s'appelait, la voici, avec André Malraux, et elle est née, comme vous pouvez le voir, le 10 avril, c'est le jour où on a déclaré sa naissance, mais elle est née Marie-Madeleine Liou, le 7 à 8 heures du soir, etc., à Toulouse. Et puis là, alors, on a tout le truc, bon, mariée, etc. Donc, elle est connue, évidemment, de nous parce qu'elle a été l'épouse d'André Malraux, mais elle a la particularité d'avoir été, elle a épousé un frère Malraux et un deuxième frère Malraux. Alors, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, elle est soleil en bélier, ascendant scorpion. Ça fait une personnalité vraiment forte, qui en veut. Et pour contrebalancer cette force, elle a la lune en vierge. C'est assez curieux. Et c'est quand même ce qu'elle montre. On va dire une énorme force intérieure, le soleil en bélier et l'ascendant en scorpion avec Pluton en maison 8, donc dans sa maison de prédilection. Mais ce qu'elle montre, on va voir avec sa vie, c'est plutôt cette lune en vierge, c'est-à-dire de la discrétion, parce que comme elle était mariée à Malraux, on va dire le monstre Malraux, il avait tout le temps besoin d'elle et il fallait évidemment qu'elle lui soit assez soumise. Donc, cette jeune fille, née à Toulouse, est très effacée, mais c'est une enfant prodige. C'est-à-dire que son père lui fait apprendre le piano très tôt et elle se révèle absolument excellente au piano. Donc, vous voyez, cette lune en vierge, c'est « je dois être parfaite ». Le piano, c'est des heures et des heures et des heures de répétition à n'en plus finir. Ça veut dire que je n'ai pas d'enfance et que je ne fais que ça. Donc, c'est une recherche très pointue de perfection. Ça va avec cette lune en vierge, la persévérance avec l'ascendant scorpion. Et vous remarquez que son nœud sud, puisque le nœud nord est en poisson, son nœud sud est conjoint à la lune en vierge. C'est comme si elle avait déjà l'habitude de la perfection, elle est déjà une vestale dédiée à la minutie, aux exercices répétitifs et à la recherche critique de la chose parfaite. Elle est la plus jeune professeure de France au conservatoire, tellement elle est forte. C'est-à-dire qu'elle va entrer au conservatoire à 14 ans et se retrouver dans une classe avec des élèves de 18, et ainsi de suite. Elle va être ensuite une spécialiste d'Éric Satie. Et lorsqu'on lui demande au conservatoire de préparer Chopin, par exemple, elle n'aime pas tellement, elle va préparer autre chose. Et elle est absolument excellente dans sa partie. Donc, elle n'hésite pas à recommencer toujours avec Pluton en maison 8. On va voir ça encore avec d'autres événements. Elle y va, elle a l'audace. Elle devient évidemment... elle donne des concerts avec l'orchestre dans la ville de Toulouse. Et les concerts, c'est le milieu du ciel en lion. Elle n'a pas peur de se montrer. Et toujours Madame Parfaite, vous voyez, elle a une sobriété, une classe, une élégance. C'est vraiment la lune en vierge dans toute sa perfection. Mais il ne faut pas croire que c'est une petite souris triste. Et elle a l'air austère quand c'est une jeune fille comme ça qui fait son piano, qui rentre chez ses parents, qui ne fait pas trop de bruit. Elle est allée à Paris pour ses études formidables, puis elle est revenue à Toulouse devenir professeure de conservatoire. Donc cette lune en vierge, elle cache son jeu avec ce soleil carré Mars de celle qui en veut, qui a une volonté très forte. Et comme je vous ai dit, cet ascendant scorpion et Pluton dans la maison 8. Alors, un jour, elle est invitée à un dîner. Elle a déjà 27 ans, elle n'a pas tellement envie d'y aller, mais bon, en province, on pense un peu quand même, on est très bien élevé. Vous voyez, elle est née en 1914, donc il y a longtemps. Sa mère lui dit, tu ne peux pas ne pas y aller, tu es invitée, ça ne se fait pas de faire faux bond à la dernière minute. Donc, elle va à ce dîner
Et là, à ce dîner, elle va rencontrer un jeune homme qu'il avait vu à la gare, qui lui avait parlé. Elle lui avait littéralement tapé dans l'œil. Il est allé l'écouter en concert à Toulouse. Et ce jeune homme, c'est Roland Malraux. Alors, en fait, c'est le jeune demi-frère d'André Malraux. C'est un jeune homme extrêmement beau, très charismatique, très gai, c'est un rayon de soleil. Il tombe follement amoureux. Elle a déjà 27 ans et il se marie. Seulement, il se marie en 1943. Donc, on voit que cette passion, c'est une véritable passion pour ce jeune homme, une passion partagée, le coup de foudre partagé. Et sa maison 7, je bouge vos images parce qu'elles me dérangent, la maison 7, c'est en taureau, avec Vénus ici en taureau. Donc, c'est une relation extrêmement sensuelle. Et cette Vénus qui fait un sextile à Pluton, c'est une relation extrêmement donc, sensuelle et passionnée avec ce très, très, très beau jeune homme. On est malheureusement en 1943. Lui, il est très, très actif dans la résistance. Il va être malheureusement, donc il fait de la résistance. Il entraîne son grand frère André Malraux. Mais André Malraux, il n'est pas honnête. Il ne va jamais dire que c'est son petit frère qui l'a emmené dans la résistance. Et il ne veut pas avoir l'air de lui devoir quoi que ce soit, parce qu'André Malraux y est entré extrêmement tard, quand la guerre était presque finie. Alors que lui, Roland, est très actif, tellement actif qu'il se fait arrêter, il est déporté. Ils ont déjà un petit frère qui s'appelle Claude, qui a été aussi arrêté et fusillé par les Allemands. Lui, il va être déporté. Donc, ils sont mariés, il part, donc malheureusement, il est arrêté en déportation. Alors, c'est une histoire affreusement tragique, comme ce sextile de Pluton sur Vénus, c'est-à-dire que quand la guerre est presque terminée, les Alliés libèrent les prisonniers, les font monter sur un bateau au nord, dans la Baltique, pour les sortir de là. Et les Anglais ne savaient pas que ce bateau allemand était plein de prisonniers anglais ou français, croient que c'est un bateau allemand avec des soldats allemands dedans, et ils bombardent ce bateau qui chavire, enfin, qui est torpillé. Et donc, en fait, il est tué par les Anglais et il ne reviendra jamais. Tous les jours, elle va à l'hôtel Lutetia à la fin de la guerre parce que c'est là qu'on ramenait les déportés. Et à chaque fois, chaque jour, elle regarde s'il y a le sien et s'il y a son mari et il n'y est jamais. Parfois, elle a des nouvelles. Oui, oui, il était avec moi, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et puis, elle y retourne, elle y retourne, elle y retourne. Et puis, finalement, elle apprend justement la tragédie dont je vous ai parlé. Il était sur ce bateau et ce bateau torpillé et il est mort, noyé. Et il ne reviendra jamais. C'est un drame qui va la hanter toute sa vie parce qu'elle n'a pas le corps. Est-ce que c'est vrai ce qu'on me raconte? Est-ce que vraiment il est mort noyé? Est-ce que par hasard, il ne se serait pas enfui? Est-ce qu'il n'est pas en train de rentrer à pied? Et toujours, elle va se poser cette question-là. Et peut-être que ce mari noyé, ça me vient maintenant, c'est aussi le carré de Vénus qui représente le conjoint à Neptune. Où il est? Il a disparu. Et on peut dire qu'il s'est évaporé. On ne le retrouve pas. Or, elle attendait un enfant de Roland et c'était Alain Malraux. C'est lui adulte. Alain Malraux, il a écrit des livres. C'est un journaliste, un essayiste. Et il a écrit Les Marronniers de Boulogne, sur leur vie à Boulogne. Il a écrit Les Grelots, une histoire de Grelots. Enfin, il a écrit des livres biographiques. Alain Malraux. Donc, notre pauvre jeune femme, à 28 ans, est veuve de Roland Malraux, qui était une lumière absolument solaire, une pure merveille de jeune homme. Donc, vous voyez, c'est cette Vénus sextile Pluton et Vénus carré Neptune. Il est parti. Et à ce moment-là, le frère, le demi-frère, le grand frère, demi-frère de Roland, elle l'avait connu, il l'avait présenté. Lui, il se retrouve à la fin de la guerre seul, parce que à la fin de la guerre, il va divorcer de Clara Malraux, qui est beaucoup plus connue que Madeleine, parce qu'elle, c'est une journaliste, une essayiste, une très forte personnalité. Donc, il était marié avec Clara. Je vous explique tout ça pour l'histoire de Madeleine. Il était marié avec Clara Malraux. Clara Goldschmidt, elle s'appelait, elle était juive et allemande. Donc, il n'était pas question de divorcer pendant la guerre, elle aurait été déportée tout de suite. Et avec elle, ils ont eu Florence Malraux. Et puis, c'est une personnalité très impressionnante, Clara. Et il a eu ensuite, pendant le mariage avec Clara,
il a eu une aventure avec cette jeune femme, Josette Clotis. Avec Josette Clotis, il a eu, hors mariage, Gauthier. Il ne veut pas reconnaître l'enfant de Josette Clotis. Et Josette ne veut pas que son fils soit bâtard. Donc, c'est le Roland Malraux dont je vous parlais tout à l'heure, le petit frère, qui dit « Attends, bah, c'est pas compliqué, je vais le reconnaître ». C'était extrêmement dangereux de faire ça. On n'avait absolument pas le droit de faire une fausse déclaration, mais comme ça, il aura le nom de Malraux. Parce que Roland, le mari de Madeleine, s'appelait Malraux, et puis André, il s'appelle Malraux. Donc l'enfant Gauthier, il s'appelle Malraux. Josette Clotis est contente, son fils a le nom de son père, même si c'est flou, c'est tronqué. Et puis il y a un deuxième garçon, toujours un fils adultérin, dont André ne veut absolument pas entendre parler, Vincent. Il aimait déjà pas le premier, mais alors celui-là, il ne peut vraiment pas. Ça fait trop. Et du coup, elle dit, bah, puisqu'il ne veut pas m'épouser, il va s'appeler Clotis, celui-là, et puis ça lui fera les pieds. Il a un fils, un bâtard. On a un bâtard, et comme ça, tout le monde le saura. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il l'épouse. Donc, il se retrouve avec ces deux garçons. Ce qui s'est passé, alors c'est toute une histoire, c'est que Josette Clotis avait sa mère en visite. Elle s'est fâchée avec sa mère. Sa mère a pris ses clics et ses claques et a pris le train. Donc, elle a rejoint sa mère au train pour lui faire un dernier bisou. Et vite, vite, le train démarre. Alors, elle dit, oh là là, vite, il faut que je sorte du train. Et Josette Clotis, elle a glissé, et le train a démarré, elle a eu les deux jambes sectionnées. Et elle est morte. Donc, André Malraux, c'est pour ça que je vous raconte ça, André Malraux, il se retrouve. Alors, Florence, il ne s'en occupe pas du tout. Elle reste avec sa mère Clara. Les deux garçons, ils ont été hébergés, un par sa marraine, l'autre par la grand-mère maternelle, puisque la mère est morte. Donc, André Malraux, potentiellement, il se retrouve avec ces deux garçons quand même, à élever. Et puis, notre héroïne, Madeleine, ben, elle est toute seule avec Alain. Donc, André lui propose, ben, venez vivre, il se vous soit, comme on dit dans la biographie, il se vous soit, venez vivre avec moi à Boulogne, je loue une immense maison très élégante, et puis vous aurez le deuxième avec les enfants, et puis moi je serai au premier, au rez-de-chaussée, dans les pièces nobles. Donc, c'est ce qui se passe. Ils font, si on veut une femme, au début, c'est chacun chez soi, en tout bien, tout honneur, c'est sa belle-sœur, et puis finalement, ils se rapprochent, et donc finalement, ils vont se marier. Donc, elle va épouser le deuxième frère Malraux. Là, voilà les garçons. Elle a fait venir les enfants. André n'en voulait pas, mais elle les a fait venir. C'est la mère parfaite, hein, cette lune en vierge aussi. Donc, c'est la famille recomposée. Elle sert de mère aux garçons, aux enfants d'André. Et puis, il y a le sien, Alain, le fils de Roland, c'est le neveu d'André, qui ne va jamais adopter. Mais enfin, ils portent tous les trois le nom de Malraux. Et donc, ils vivent tous les trois dans la grande maison de Boulogne. Vous avez compris l'histoire? Donc, elle a cette particularité d'avoir épousé son beau-frère. Alors, chez les juifs et les musulmans, ça se fait, ça, d'épouser son beau-frère, mais il y a des religions où ça frise l'inceste. Alors, lui, André Malraux, il voulait faire de la politique, il est écrivain, il a eu le prix Goncourt, il est très connu, et puis il veut avoir un rôle auprès du général de Gaulle, c'est son grand héros, il a envie, il n'aime pas bien Pompidou, il est jaloux de Pompidou, mais enfin, ils évoluent dans ce cercle très important de la haute politique, et toujours cette lune en vierge carré Saturne, elle est obligée de s'effacer complètement devant André Malraux, qui est impossible à vivre et qui a besoin de sa femme tout le temps. Il veut toujours qu'elle l'accompagne partout. Elle doit renoncer à ça parce qu'elle faisait une véritable carrière de concertiste et elle est obligée d'y renoncer pour vivre toujours avec André Malraux. Et donc, elle s'occupe des garçons. Bon, elle n'est pas à plaindre. Elle a des nurses, des gouvernantes, des cuisiniers, etc. Mais enfin, c'est elle qui a la charge de tout le train de la maison. La voilà un peu plus âgée, et de s'occuper des garçons. Alors au début, Yvonne de Gaulle était très mécontente de cet arrangement, un peu boiteux, et puis quand ils se sont mariés, elle est devenue beaucoup plus aimable. Vous avez compris? Alors, ensuite, alors elle va essayer d'arranger pour que Florence vienne les voir de temps en temps, la fille de Malraux, mais elle ne s'entend pas du tout avec son père. C'est-à-dire qu'il est carrément impossible. Donc, elle lui montre, elle avait déjà ce MC en Lyon en étant une concertiste de très haut vol, et puis grâce à Malraux, elle devient connue, parce que comme il ne peut pas se passer d'elle, bon, elle renonce à sa carrière et elle ne joue plus que pour lui.
Là, il est en robe de chambre à Boulogne, et puis elle joue uniquement pour lui. Et il est très condescendant quand ils ont du monde. Et quand je dis du monde, c'est-à-dire les Pompidou, De Gaulle et tout ça. Elle dit, tu peux nous jouer un petit truc, alors que c'est une concertiste professionnelle. Elle joue un très beau Chopin, elle aime beaucoup Bach, etc. Et lui, il est là en robe de chambre, il fait un peu la grimace. Donc, les affaires continuent. Vous avez vu, donc le premier mari, il est représenté par Vénus. Le deuxième mariage, c'est le Cancer. Donc André Malraux, il est représenté par la Lune. Et la Lune, carré Saturne, quinconce Uranus. Qu'est-ce qui se passe? Donc il a divorcé de Clara Malraux, il a perdu la mère des deux garçons dans cet accident de train. Et en 1961, ces deux garçons-là, ils étaient extrêmement difficiles. Elle, Madeleine, était une excellente mère. Elle faisait le maximum pour que ça aille bien. On va le voir dans l'étoile évolutive. Elle fait tampon, elle est modératrice, elle arrange les choses. Mais Malraux, André est insupportable. Et les garçons font des bêtises. Et donc, une marraine bien intentionnée, ils n'ont pas le permis de conduire, leur offre un cabriolet, un bolide. Mais il ne faut pas y toucher, c'est juste en attendant d'avoir le permis. Bien entendu, des garçons comme ça, très rebelles, qui se font mettre à la porte de toutes les écoles et qui font des bêtises, ils volent les clés, ils partent. Et avec le bolide que la marraine vient d'offrir, et ils se tuent en voiture un soir en 61. Alors là, c'est la catastrophe complète. De Gaulle est complètement anéanti. Enfin, et il se demande, et Malraux, il montre rien. Il est très renfermé, et c'est elle, évidemment, qui assume le chagrin de cette affaire. Elle assume tout ça. Vous voyez, lui, donc je vous ai dit, carré Saturne, quinconce Uranus, quinconce Neptune. Enfin non, ça fait trop loin pour le quinconce à Neptune, c'est quinconce à Uranus. Et la vie est très, très désagréable avec la mort des deux garçons. De Gaulle se demande comment c'est possible. En fait, ils font un peu scandale parce que le lendemain, il y avait un très grand dîner. Ben, ils viennent tête haute et ils assistent. Ils assistent quand même à ce dîner. Et puis, ils ne vont pas renoncer à leurs engagements. Il est devenu ministre de la Culture. On lui a demandé d'ouvrir un ministère de la Culture qui n'existait pas avant. Il voulait être Premier ministre, mais on a donné le poste à Pompidou. C'est pour ça qu'il est jaloux. Donc, ils ne renoncent pas et ils vont faire ce grand voyage en Amérique. Donc, c'est là, CMC en Lyon. Parce qu'à la fois, elle est concertiste, elle n'a pas peur de la scène. Il faut quand même avoir le courage de monter sur scène et de jouer devant tout le monde. Avec le soleil en bélier, ça lui donne cette audace, si on veut. Et puis, donc, ce soleil en Lyon, MC en Lyon, c'est ça. Mais c'est aussi la vie avec Malraux qui la propulse, vous voyez, dans les très hautes sphères. Alors, en Amérique, Malraux avait vaguement flirté avec Jackie Kennedy. C'était assez indécent. Le dîner, on les voyait, là, elle minaudait avec Malraux. En tout cas, elle a réussi à ce qu'il prête la Joconde. Après, elle n'est plus jamais sortie. Il a prêté la Joconde. Donc, ils ont apporté la deuxième fois dans leur bagage, Malraux et Madeleine, la Joconde. Alors, elle est quand même avec le président Kennedy. Elle discute avec Jackie Kennedy. Vous voyez, c'est tout à fait une envergure extraordinaire. Il la porte vraiment à briller à l'extérieur. Vous voyez? Mais alors, elle est tristounette par rapport à Jackie Kennedy. Là, c'est pas le même jour, mais elle a mis une robe, elle est toujours très sobre. Tristounette, comme je vous disais, très sobre. Elle s'habille que chez Lanvin parce que c'est une tenue très chic, très chère et très sobre. Alors, elle a cette robe noire, très bien coupée, mais enfin, ça reste une robe toute noire, avec son rang de perles. Il n'y a pas de fantaisie. Chez elle, il n'y a pas de fantaisie. Donc, malgré le deuil des deux garçons, tant pis, allez, la vie continue. Malraux n'a pas voulu s'apitoyer, il n'a rien montré, il a tout rentré. C'est elle qui a tout porté. Et ils ont quand même ce voyage en Amérique absolument sensationnel. Mais comme elle est très parfaite, vous avez compris, avec cette lune en vierge, carré Saturne, un peu raide, trop parfaite, elle est Madame Parfaite. On s'ennuie avec Madame Parfaite. Elle est comme un reproche permanent. Lui, il avait la maladie de Gilles de la Tourette, alors il disait des grossièretés, il avait des tics épouvantables. Bon, il ne pouvait rien, mais enfin, elle est absolument parfaite, elle est discrète, elle est distinguée, elle sait très bien tenir sa maison. Enfin, Madame Parfaite est très ennuyeuse, cette lune en vierge carré Saturne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il la répudie, carrément. Ce reproche ambulant,
parce qu'il n'a pas pleuré les garçons, etc., parce qu'il n'a pas su les aimer, eh bien, il la répudie. Allez hop, il ne divorce pas. Parce que s'il avait divorcé, il aurait dû lui donner la moitié de sa fortune, et il avait beaucoup d'argent de ses livres. Donc, il ne divorce pas, du coup, elle n'a rien, il ne lui laisse rien, et lui, pendant ce temps-là, il va batifoler avec Louise de Villemorin. Vous devez savoir ça. Hein. Le voilà avec Louise de Villemorin dans le château de Verrières, et Louise de Villemorin dans le Salon Bleu. Mais il se barbe. Hein, avec... Alors, elle veut le devant de la scène, et lui aussi. Donc, ça ne va pas durer très longtemps. Et quand Louise de Villemorin va mourir, eh bien, il va fréquenter la nièce, Sophie de Villemorin, qui est beaucoup plus jeune. Il aime les amours en famille, hein. Sa belle-sœur et puis après la nièce de Louise de Villemorin. Alors elle, hein, eh ben elle, du coup, Claude Pompidou, qui était sa grande amie, très fidèle, va l'aider, va énormément l'aider à se présenter et elle lui dit, bah, tu ne vas pas rester comme ça, elle n'a pas un radis, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien puisqu'il l'a répudiée. On peut dire répudiée. Hein. Donc, elle va continuer, elle va reprendre à 52 ans une carrière de concertiste, et la voilà plus âgée, et elle va jouer du piano. À 90 ans, elle part au Japon pour jouer Erik Satie, et à l'étranger, elle n'est pas connue comme la femme de Malraux, elle est connue comme une concertiste internationale de grande envergure, et une spécialiste, alors encore la lune en vierge, une spécialiste d'Erik Satie. Voilà comment elle est connue à l'étranger. Alors, c'est tout à fait curieux de voir que son premier mari, Carré Neptune, hein, s'est noyé, n'est jamais revenu, et le deuxième mari, ben, il l'a chassé, il n'en a plus voulu. Bon, et comme un malpropre, d'ailleurs, ça n'a pas plu dans les sphères politiques, une conduite pareille. Vous voyez, c'est la Lune, Carré Saturne, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est quand même curieux. Hein. Elle n'a pas de chance, on va dire, avec ses mariages, quoiqu'ils étaient tout à fait, enfin, celui avec Malraux. Alors, comme elle est très discrète, elle ne veut jamais le devant de la scène. Quand elle joue du piano, elle est sur scène. Quand elle est avec John Kennedy, elle tient son rôle, mais elle ne se met pas en avant. Et quand Malraux va mourir, on va parler de Clara Malraux, on va parler de Sophie de Villemorin et de Louise de Villemorin. À aucun moment dans les articles, on ne va parler d'elle. Elle n'est pas là. Elle est absente. Et quand il ira au Panthéon, des années plus tard, enfin, on va parler d'elle et elle sera mise en avant. Mais il faut que ses amis la poussent et puis finalement qu'elle obtienne une rente, une petite rente, pour quand même s'en sortir. Alors, elle a dit, malgré mon affection et ma tendresse pour André, parce qu'elle l'a porté à bout de bras toute sa vie, il n'a jamais pu remplacer l'amour extraordinaire que j'ai vécu avec Roland. Alors, je trouvais que c'était intéressant. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce thème, sur ce que j'ai dit? Enfin, pas ce que j'ai dit, ou ce que j'ai dit, ou là, quand vous voyez ce thème par rapport à la biographie que je vous ai donnée. Vous avez des remarques, des commentaires? Oui? Il y a des tas de points que je n'ai pas évoqués d'ailleurs. Hein. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Vous voyez qu'elle a quand même son honneur en poisson. Il fallait qu'elle s'oublie. Hein. Il est sur la pointe de 5. Comme artiste, elle a été soumise, elle a fait le sacrifice de sa vie de concertiste parce qu'il n'était pas question qu'elle pique la vedette à André Malraux, par exemple. Hein. Donc, il y a Chiron, ce chagrin, cette douleur, et puis le maître de 8 qui est conjoint au nœud nord, parce que la mort de Roland, supposée, l'a toujours poursuivi, la mort des garçons. Vous voyez, le maître de 8 est avec Chiron, avec son nœud nord et en poisson. Alors, j'ai trouvé que c'était peut-être intéressant de voir pourquoi il y avait un tel amour avec Roland, c'est-à-dire que cette jeune fille un peu ennuyeuse, on dirait un peu une dame catéchiste, elle a malgré tout, à 27-28 ans, ce qui est tard hein, pour l'époque, connu cet amour complètement renversant. Donc, je les ai mis avec ce horoscope parce qu'on voit mieux. Je pouvais mieux faire, parce que Roland, il n'existe pas chez Astrothème, il n'est pas assez connu. Donc, je l'ai fait moi-même, du coup, je les ai mis pareil. Alors, on peut un peu les comparer. Elle s'appelait Marie-Madeleine, mais on l'appelait Madeleine, avec Roland, son premier mari. Alors, on a vu que le premier mari, je vous ai montré, Vénus, est
en taureau est carré à Neptune, hein, il est parti, et il sextile à Pluton, cette grande, grande, grande passion dévastatrice. Et puis, pour André, c'est la Lune en maison 9, carré Saturne et quinconce à Uranus. Ce n'était pas un mariage de tourpeau, elle a été complètement sacrifiée. Alors, Mercure, c'est ce qu'on retire d'un mariage. Hein. La maison 8, c'est ce qu'on retire de la maison 7. Qu'est-ce qu'elle en retire? Mercure, maître de la maison 8, comme j'ai dit tout à l'heure, est conjoint à Chiron. Et donc, c'est ce qu'elle retire du premier mariage, c'est ce chagrin. Hein. Et puis, il est parti dans la mer, on n'a jamais rien retrouvé. Et puis, ce qu'elle retire, le deuxième mariage, maison 9, ce qu'elle retire du deuxième mariage, du coup, ça devient la maison 10, hein, en maison dérivée, c'est le soleil. Et son soleil, c'est le maître du milieu du ciel. Le maître du milieu du ciel, c'est cette vie, du coup, connue. Elle devient une célébrité. Et même si elle, maintenant, on ne sait plus tellement bien qui elle est, mais à l'époque, elle est sur tous les reports, toutes les émissions, les nouvelles, etc. Quand on voyait Pompidou, De Gaulle et tout, et qu'on recevait un chef d'État, elle y est. Quand on la connaît, elle est derrière. Alors, on va comparer avec Roland pour voir cette grande passion qu'ils ont, trop brève évidemment, mais qu'ils ont vécue ensemble. Donc, on voit que le soleil de Madeleine à 17 béliers tombe sur le nœud nord et la lune de Roland. Donc, conjonction, quand on compare, ça, c'est vraiment un signe sensationnel en synastrie. Le soleil de la femme sur la lune de l'homme, là, alors là, c'est chapeau, ça marche à tous les coups. D'autant plus qu'elle avait sa lune noire sur le soleil. Donc, elle le mettait au défi d'être un homme et d'être courageux et d'être audacieux. Et c'est ce qu'il a été, puisqu'il était dans la résistance. Et puis, leur 2 mars, mars 19 Cancer, et ici son conjoint, avec Neptune, donc grande idéalisation. Et c'était la même expression du désir et de l'action et de l'idéal. Et ils ont d'ailleurs aussi leur part de... Ah non, j'allais dire une sottise. Donc, l'heure de Mars, conjoint, Mars-Neptune. Il est un peu plus âgé qu'elle. Hein. Alors, ça aussi, ça fait une très belle synastrie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec André Malraux? Donc là, je vous ai remis le thème comme ça, parce qu'André Malraux, il est sur Astrothème. Alors là aussi, c'est très intéressant, parce qu'elle est bélier ascendant Scorpion, et Malraux, lui, est Scorpion, évidemment un personnage très noir et très compliqué, très angoissé, tout ce qu'on voudra. Scorpion, ascendant bélier, il est l'inverse. La lune d'André Malraux arrive pile 14 Lion sur son milieu du ciel à elle. Donc, son image publique, l'image publique de Madeleine, va dépendre des humeurs d'André Malraux et de sa popularité. Là, vraiment, c'est un cas d'école. Hein. Et puis d'ailleurs, quand il était bien luné, c'est le cas de le dire, eh bien, il voulait qu'elle vienne déjeuner avec lui tous les midis, quand il était ministre. Alors, elle n'avait pas de vie, parce que comme elle habitait Boulogne, le temps d'aller dans Paris, de rejoindre, il y avait le chauffeur, elle ne prenait pas le métro, mais enfin, elle ne faisait rien de sa journée, le temps de se pomponner pour aller déjeuner, puis de repartir, ça y était, c'était fini. Et le soir, elle se rhabillait pour aller à une soirée importante. Elle ne vivait que pour lui et pour qu'il ait une vie le plus calme possible et le plus détendue possible. Tant que ça allait, après, il n'en a plus voulu. Bon. Alors, le soleil d'André, ici 10 d'ailleurs, arrive sur son ascendant à elle. Il l'a fait briller, c'est le cas de le dire, il l'emmène en Amérique dans des très belles tenues. Il la met en avant socialement, puisque grâce à lui, elle fréquente l'élite internationale. La Junon, la femme d'André Malraux, arrive sur la lune de Madeleine. C'est pour ça, on va dire, si on veut, qu'il a voulu l'épouser. Et en plus, la lune, sa lune à elle, est sur son nœud sud. Donc, c'est une vieille histoire, on peut dire, puisqu'il a Junon sur son nœud sud. Ils ont été conjoints avant, ils se sont reconnus, si on croit ça. Voilà ce qui nous arrive. On peut dire, une explication, une partie de pourquoi il y a eu
cette attirance et toute cette histoire avec la famille Malraux. Oui? Est-ce que vous voulez dire autre chose avant qu'on passe à l'étoile évolutive? Donc, vous voyez, cette dame très discrète, c'est une personne d'excellence, mais comme tous les gens excellents, elle ne faisait pas de bruit, elle ne se faisait pas remarquer, elle restait silencieuse à côté de son monstre de mari, mais elle avait sa propre valeur personnelle. Et, enfin, ce n'était pas une chiffre molle du tout. Hein. Bélier, Scorpion, elle menait la barque. Et d'ailleurs, elle a vécu jusqu'à 99 ans, quand même, et toujours en forme, jusqu'au bout. C'est peut-être Saturne en maison 8 qui l'a fait tenir aussi longtemps. Peut-être. C'est étonnant qu'en fait, que sa notoriété, si j'ose dire, ait dépendu d'André Malraux, alors que Oui. quand on voit le talent qu'elle avait en tant que pianiste et concertiste, j'ai envie de dire qu'il n'y aurait pas eu Malraux, on a l'impression qu'elle aurait de toute façon été connue. Oui, mais moins. Oui. Moins. Ouais, mais Au Japon, elle est très connue au Japon, par exemple, et en Amérique, aussi, à New York aussi. voilà. Et le pire, c'est qu'en fait, comment dire, le temps a été ingrat avec elle, puisque, comme tu l'as dit, on n'a pas retenu Madeleine Malraux, personne ne Non. l'a. Ah non, tu as raison. Alors, il y a une biographie d'elle, de Aude Terray, qui s'appelle Madame Malraux. C'est un livre que j'ai trouvé, c'est pour ça que je la présente. Mais bon, c'est pas non plus. Elle est très, très amie. Elle était grande amie avec Claude Pompidou, qui l'a beaucoup aidée. Mais comme André Malraux était jaloux de Georges Pompidou, eh bien, ça n'allait pas. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Tu es jaloux puisque l'autre était Premier ministre. Et puis, il s'ennuyait finalement au ministère de la Culture. Il n'avait pas l'argent dont il rêvait. Il aurait voulu faire quelque chose de grandiose et puis on lui donnait 3 fois rien. Il disait, donnez-moi au moins 25 km d'autoroute. Ce que coûte 25 km d'autoroute, j'ai même pas ça pour le ministère de la Culture. Parce que c'est grâce à lui qu'il y a un ministère de la Culture. Avant, il n'y en avait pas. De Gaulle lui a fait ce cadeau-là, si on veut. Exact, exact. Alors, Malraux, c'est quand même un petit peu, pour moi, c'est un petit peu une énigme parce que il a quand même rencontré, enfin, il a séduit tout un tas de femmes belles, connues, etc. Et je ne veux pas être méchant, enfin, quand on voit ces Tu le photos, trouves moche? merci de le dire, hein, mais franchement, Ben, il avait cette maladie, hein, c'est ça. On va le regarder de nouveau. il est, Le il- voilà. Oui, il avait. Ben, c'est surtout vers la fin de sa vie, il était très désagréable à écouter. Hein. Le je veux dire, voilà. non, mais même, je veux dire, même jeune, enfin, il a un physique, il Ah avait ben, il intérêt à doit avoir d'autres être. Il qualités, est hein. certainement très charismatique quand même. Voilà, je Sûrement. pense il devait avoir évidemment Oui. d'autres qualités. Hein, Très je pense. intelligent, très, très, Voilà. très intelligent. Et puis, il veut toute la place, parce que même quand il était marié avec Clara Goldschmidt, qui était très, elle, qui prenait beaucoup de place, eh bien, il l'emportait quand même. Puis, de toute façon, c'était l'époque où l'homme, c'était lui qui décidait. Mais il était malhonnête comme tout. Il n'avait plus d'argent, il a dilapidé la fortune de Clara Goldschmidt, et il a dit, bah, on va se refaire, on va aller au Cambodge, et ils ont volé des œuvres d'art, et ensuite, il les a revendues en France. C'était juste, c'est du vol. Enfin, c'est du vol. Voilà, alors il s'est enrichi comme ça, avec des œuvres d'art volées au Cambodge. Et il avait, vous voyez, ça, ce sont des poupées Katchinas de Hopi. C'est pareil. C'est des trucs qui valent, enfin, c'est dans des musées. On trouve ça, ça n'a pas de prix. Mm. C'est évidemment absolument interdit de les rapporter en France. C'est du vol. Bon, à l'époque, on était moins regardant que maintenant. Enfin, vous voyez, ils ramènent des poupées pour les garçons. Bon, mais ça vaut des millions. C'est dans les musées américains, ça, les poupées Katchinas. Alors, il allait, puis il se servait comme ça des œuvres d'art partout. Il est extrêmement malhonnête. Pareil, il a menti. Alors, ça, elle lui reprochait énormément. Il n'avait jamais voulu reconnaître que c'était son petit frère qui l'avait embringué dans la résistance. Il se faisait passer pour un résistant de très haut vol. Mais apparemment, ce n'était pas le cas, il a démarré tard. La guerre était presque finie. C'est quand même pas pareil. Alors, vous voyez, il jouait toujours un peu sur les deux tableaux comme ça. Mais enfin, il a tout de même séduit Madeleine, puisqu'elle est restée 20 ans avec lui. Tout en étant quand même intimement et toujours amoureuse de Roland. En attendant, si on veut qu'il revienne. Enfin, bon, elle Oh, savait qu'il ne mais reviendrait pas, mais quand on n'a pas le corps et qu'il il est mort dans la mer, on ne sait pas.
On ne sait pas, probablement qu'il était dans ce bateau-là, et voilà, et voilà. Non, mais Et on a l'impression quand même que Roland, ça a été l'amour de sa vie, même si elle a passé oui, plus de ah ben, temps elle l'a dit, à hein, je vous ai divorcer. dit la citation, oui, il n'a jamais pu remplacer l'amour extraordinaire que j'ai vécu avec Roland. Mais avec Roland, elle a dû vivre 2, 3 ans, c'est tout. Mm. Il y avait visiblement une alchimie qui fonctionnait avec. Euh, Avec les frères Malraux. oui. Oui, c'est curieux. C'est curieux. Elle était Madame Malraux, elle a encore été Madame Malraux après. Voilà. Alors, vous allez voir, l'étoile évolutive, je trouve, sur ce coup-là, est très. Ça complète vraiment bien. Ça complète vraiment bien le thème astral, de mon point de vue. Comme d'habitude. Oui, mais alors là, encore plus que d'habitude, je trouve. Je trouve. Enfin, vous allez voir. Hein. Alors, j'ai mis Marie-Madeleine Liou, puisqu'elle, en fait, elle est déclarée Marie-Madeleine, et puis son nom, Liou, de jeune fille. Et ça, vous voyez, alors elle est née en 14, elle est morte en 2014, presque à 100 ans. Le piano, ça conserve. Alors, comme vous l'a dit Catherine, avec sa lune en vierge, eh bien, en fait, on voit d'entrer dans l'étoile évolutive cette lune en vierge, c'est-à-dire cette madame parfaite, cette recherche d'excellence, la recherche de la perfection, avec la justice au poste 5. Le poste 5, c'est celui qui est en bas, voilà, sur la droite, et qui va nous parler, en fait, de notre trajectoire de vie. Ensuite, il y a un poste qui est extrêmement important aussi, c'est le programme de vie, celui qui se trouve tout en bas, c'est-à-dire le poste 3. Alors, ce poste 3, c'est une impératrice, ça veut dire que c'est une mère, en fait, hein, une mère dans l'âme, et puis une mère absolument parfaite, puisque vous voyez, cette impératrice, elle est tout de suite à côté de la justice, donc on voit à quel point elle est dans cette dimension de dévouement, alors aussi bien au niveau de sa musique, aussi bien au niveau de Malraux, mais au niveau des enfants. En fait, avec cette impératrice et cette justice, on peut dire que Madeleine Malraux, c'est vraiment une maîtresse femme qui va gérer, mais vraiment d'une main de maître, un petit peu toute la maisonnée. Alors, c'est intéressant dans cette étoile de voir quelque part ces contradictions, ou je dirais ces complémentarités. Parce que d'un côté, on voit véritablement une femme qui est au service, dont notamment par l'amoureux du poste 14, donc dans cette colonne de lumière. Et en même temps, on voit vraiment une personnalité. D'ailleurs, elle fait partie des invincibles. Dans notre tome 5 de l'étoile évolutive, on a catégorisé en fait les étoiles. Et si dans une étoile évolutive, on a l'arcane de la force, on a l'arcane sans nom et le diable, eh bien, en fait, en quelque sorte, on fait partie des invincibles qui, bien évidemment, vont avoir des vies à rebondissement avec des épreuves particulièrement difficiles, mais dans tous les cas, telle la force du poste 1, on reste, comme on dit, aligné et on surmonte voilà, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Par rapport à cette force, on remarque qu'elle a 3 forces, une au poste 1, l'autre au poste 2 et une au poste 12. Donc, dans une étoile évolutive, quand nous avons une répétition de 3 fois le même arcane, eh bien, c'est comme si ça venait sublimer, en fait, en quelque sorte, le côté positif de cet arcane. Donc là, vous le voyez avec la force, c'est vraiment le fait de rester droite, quelles que soient les épreuves de la vie. Bien évidemment, la force vient nous parler aussi d'autres choses, dont notamment de l'amitié, dont vous a parlé Catherine, l'amitié de Madeleine, notamment avec Madame Pompidou, avec Claude Pompidou. Mais voilà, on voit un personnage qui est extrêmement aligné, quelles que soient les épreuves qu'elle puisse rencontrer. Et en même temps, comme je vous disais, cet amoureux du poste 14, cette tempérance au poste 16, donne quelqu'un d'extrêmement accommodant. Surtout cette tempérance du poste 16 vient nous indiquer qu'elle est toujours l'intermédiaire, en fait, en quelque sorte, entre Malraux et les enfants. Elle fait toujours un petit peu
tampon et elle s'arrange toujours pour que voilà, les choses se passent au mieux. Dans cette étoile, il y a un élément aussi qui est particulièrement important, c'est cette charge transgénérationnelle. Donc, les postes transgénérationnels sont les postes 10 et les postes 11. Et on voit avec un arcane sans nom au poste 11 que Madeleine est issue d'une lignée où il y a eu des deuils non faits. Et cette problématique de deuil non fait, bien évidemment, j'allais dire, va se reproduire dans sa vie à elle, et notamment au niveau de sa vie affective, puisque le poste 13 dans une étoile évolutive, c'est celui qui va gérer la vie affective, et on retrouve cet arcane son nom, cette notion, comment dire, du deuil. Donc voilà, par rapport à Roland Malraux, pour qui, comme vous l'a dit Catherine, Madeleine a eu une passion absolument extrêmement importante. Et tout le côté passionné de Madeleine, on va le voir très clairement avec ce diable du poste 15. Le poste 15 correspond, comment dire, à notre prénom, et c'est justement le moyen, un des arcanes, qui va nous aider à sortir, en fait, en quelque sorte, du transgénérationnel. Mais on sent ce poids du transgénérationnel qui est tellement important. Alors là, je vais parler un peu plus des arcanes secrets pour les personnes qui font l'étoile, comment dire, avec nous, c'est-à-dire l'ancrage karmique déjà. Si on additionne l'impératrice du poste 3 et notre ermite du poste 10, eh bien, nous voyons un pendu. Ce pendu, si on additionne, comment dire, des arcanes, comme je disais, qui donnent des arcanes secrets, on le voit à plusieurs reprises. Et là où ça va être extrêmement important, c'est au niveau de sa trajectoire amoureuse. Donc, la trajectoire amoureuse d'une personne se calcule avec, son programme amoureux. Donc, avec l'arcane en poste 3. Donc, l'arcane en poste 3, vous voyez que c'est une impératrice arcane 3 qui est au poste 3, donc ça va lui donner une très, très grande importance. Et le programme amoureux, c'est l'arcane au poste 3 plus l'arcane au poste 13. Et déjà, nous remarquons que les deux sont, en quelque sorte, pour reprendre le langage des astrologues, sont en domicile. C'est-à-dire, son programme, eh bien, c'est de venir rencontrer, en fait, la mort. Et cette mort, cet arcane sans nom du poste 13 est entouré et de l'amoureux et de l'arcane de la force qui vient bien signifier la dimension du couple. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire que le destin de Madeleine Malraux était vraiment marqué par cette notion de mort par rapport au deuil non fait dans la lignée. Et si on regarde le thème astrologique qui est juste à côté, donc pour ceux qui pratiquent l'astrologie transgénérationnelle, eh bien, on sait que les maisons d'eau, donc c'est-à-dire maison 4, maison 8 et maison 12, viennent nous parler du transgénérationnel. Et là, c'est assez flagrant avec une conjonction Chiron-Mercure qui là vient parler aussi certainement, comment dire, des jeunes enfants et des deux garçons qui se sont tués en voiture. Nœud nord, Chiron, Mercure en maison 4. Et puis là où c'est extrêmement parlant, c'est quand même cette maison 8, la maison des deuils, avec le maître d'ascendant Pluton et Saturne. Donc, ce Pluton-Saturne en maison 8, eh bien, moi, je l'associerais en fait, Saturne, bien évidemment, il est en lien avec l'arcane de l'ermite au poste 10, et puis, bien sûr, Pluton, c'est véritablement l'arcane la planète qui est en lien avec l'arcane sans nom. Donc, vous voyez comme au niveau de son thème astrologique, dans la maison 8 avec Saturne et Pluton, eh bien, quelque part, on va retrouver ces postes 10 et postes 11 au niveau de son étoile évolutive.
Alors, voilà ce que je peux vous dire par rapport à son étoile. Sinon, je vais rentrer dans les arcanes secrets. Et pour celles qui n'ont pas fait encore le module fondamental de l'étoile évolutive, bah, ça peut être un petit peu obscur ou abstrait. Mais peut-être que Catherine, tu as des choses à ajouter. Tu as ton micro? Voilà. Oui, la force au poste 1, c'était une grande, grande amie de Claude Pompidou et apparemment une amie fidèle, elle est discrète. Alors, elle le dit toujours, c'est aussi une question d'époque. Par exemple, elle se vousoyait. Maintenant, on dit vous voyez, mais on dit elle se vousoyait. Elle a toujours vousoyé André Malraux. Elle a vouvoyé son mari. Elle vouvoyait ses amis. Avec Claude Pompidou, ils se sont vouvoyés toute leur vie. Vous voyez, c'est cette retenue. Elles sont extrêmement grandes amies et en même temps, on va quand même pas se taper sur le ventre et manger des merguez ensemble, là, quand même pas. Et ben c'est vraiment la force là, c'est ça l'amitié exquise, comme disait Colette. Et puis alors là, avec la poste 2, elle est rigide, elle est archi rigide. Vous savez bien, la force c'est quand même une lame assez rigide, elle se tient toute droite là. Bon, elle laisse pas filer les instincts, on s'écroule pas chez eux, on se tient, on a du maintien. Ça c'est peut-être une question un peu de province. Le quand dira-t-on, il faudrait pas que le voisin vous voit vous écrouler. Et puis, quand on est une pianiste, eh ben, on a le dos droit, on a une allure formidable, mais c'est raide. C'est un peu raide. C'est peut-être aussi cette force au poste 2. Hein. Alors, les maths, là, ils sont magnifiques. Ces deux maths, on se demande où ils sont. Mais ces maths, moi, je pense que c'est le soleil en bélier qui donne de l'audace, on s'en va et quelque part, tant pis. C'était quand même osé pour l'époque. Avant d'épouser Roland, déjà, elle l'a rencontré tard, elle avait 27 ans, je crois, enfin par là. Hein. Mais elle a quand même vécu avec lui. Ses parents, évidemment, étaient très choqués. Elle, c'est une jeune fille de province bien comme il faut et tout, avec ses gants et tout. Et hop, elle va vivre le grand amour. Elle s'en va en balade avec Roland. Enfin bon, c'était extrêmement choquant. Et bien, quelque part, elle s'en fiche. Hein. C'est ce mat au poste 9. Et puis ensuite, quand elle vit avec le beau-frère, c'est quand même curieux. Hein, ça fait jaser. Tout le monde, Yvonne de Gaulle, elle se pinçait le nez, elle lui adressait à peine la parole, parce qu'Yvonne de Gaulle, elle était très pudibonde, pas drôle. Alors, qu'est-ce qu'elle fait avec André Malraux? Les gens se posaient la question. D'ailleurs, ils ne se la sont pas posés longtemps, puisque d'abord, elle le suivait partout. Enfin, il la faisait venir partout, puis finalement, ils se sont mariés. Donc, les langues ont fini par se taire et comprendre. Mais ça demande quand même, on pourrait dire que c'est une affranchie. Hein. Pour l'époque, c'est tout à fait curieux. Eh bien, c'est ce match, je pense. Tant pis pour le candidato. Peut-être, hein, c'est ça. De faire que ce qu'elle voulait, finalement. Peut-être, alors que le piano la tient tellement serrée. Il l'a tellement tenue serrée toute son enfance. On sait bien ce que c'est, une enfance comme ça, quand on a un don. On ne fait plus que ça. Et vas-y, et je recommence, et je recommence, et je recommence. On n'a pas d'enfance. Alors, c'est peut-être aussi le mat au poste 4, finalement. Et j'ai envie d'aller me balader, ben non, tu restes au piano. Et puis il y a le concours dans peu de temps, tu recommences comme ça tout le temps. Alors oui, la tempérance, elle nous a dit, Nathalie, elle arrondissait les angles, ça, elle sait très bien le faire. Et c'est aussi ce qu'on trouve ici, entre les deux, ça ce qui va l'aider dans la vie. Poste 3 plus poste 1, cette béquille qu'elle a, c'est cette... Alors qu'on ne pourrait pas imaginer Bélier, Scorpion, Lune en Vierge, c'est raide, c'est pas du tout accommodant. Il n'y a rien en balance. Et pourtant, c'est pour ça que je disais que l'étoile évolutive, elle complète vraiment bien, parce que je trouve que dans son thème, on la voit pas accommodante. Bélier, Scorpion, ça accommode rien du tout, et la Lune en Vierge, elle est raide comme un passe-lacet. Peut-être le Mercure en Poisson. Alors, il y a ce Poisson, oui, ça c'est vrai. Oui, mais enfin, il est en chute. Hein. Oui. Non, il est en exil. Il est en exil, Oui. il donne pas son meilleur, il donne pas son meilleur. Bon, alors, bon, il y a Jupiter là qui est chez Uranus, ça le malmène plus qu'autre chose. Alors, Mars en Cancer, ben, Mars en Cancer, il est rancunier. C'est pas bien. Hein. Alors que dans l'étoile évolutive, justement, qu'est-ce qui va l'aider? La béquille de sa vie, on va dire, ça va être justement cette façon qu'elle a. Ben, souvent, comme les femmes, elles vont arrondir les angles dans la famille. Les garçons se battent comme des coqs avec leur père, hein, des égaux de coqs et puis des batailles de coqs. Alors, elle est là, elle va assouplir, elle va arrondir les angles. C'est cette tempérance qu'on a ici et puis qu'on retrouve quand on additionne ici. Je trouve qu'on ne trouve pas trop dans le thème. Et puis le soleil en bélier, il enfonce tout. La lune est intransigeante, comme je vous disais. Et puis Pluton en maison 8, maître d'ascendant pour le drame. C'est plutôt ça que nous montre son thème. Hein.
Alors, oui, alors Mercure est maître de sa lune. Donc, elle s'est nagée entre deux eaux, peut-être, on pourrait dire ça. Et puis, elle arrive à faire la part des choses avec son mat. Elle s'aperçoit qu'au bout du compte, eh ben, ça n'a pas d'importance. Hein. Quand on a perdu les fils, quand on a perdu tout, quand il y a eu tous ces drames, finalement, ça vous affranchit du reste. Et en même temps, c'est ce qui permet au mat d'avancer. On a vu pire, il pourrait dire, alors j'avance. Et puis, la tempérance, ben, elle montre comme elle était une belle-mère extrêmement arrangeante. Elle a essayé de faire venir la grande sœur Florence pour qu'il n'y ait pas de coupure, parce qu'elle ne s'entendait pas du tout avec André. Et puis son diable, alors évidemment, c'était aussi de savoir manœuvrer un mari impossible. Et puis l'élite politique. Elle arrivait quand même à obtenir à peu près ce qu'elle voulait du Premier ministre. Elle avait amadoué De Gaulle aussi. Vous voyez, elle savait faire. C'est peut-être ce diable au poste 15. Alors, les scorpions, c'est toujours un petit peu les éminences grises aussi. Oui, et oui, 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 oui. Les éminences oui. grises, il y a le côté aussi, c'est un scorpion, hein, qui, je pense que le dicton qui dit pour vivre heureux, vivons cachés, je pense que c'était un scorpion qu'il a trouvé, celui-là, et elle en est le reflet. Après, pour le reste, je trouve que la musique est extrêmement importante. Je crois que c'est Odette qui le faisait remarquer dans les messages, et je suis d'accord avec elle, cette Vénus en taureau, la musique, l'artistique, c'est une espèce de bulle d'oxygène qui est extrêmement importante pour elle. Elle n'aurait pas eu la musique, elle n'aurait jamais pu supporter tout ce qu'elle a supporté. Et alors, elle jouait, mais alors du coup, quand elle vivait avec André Malraux, elle jouait que pour elle-même. Elle dit tous les jours, je me suis joué 2 heures de Bach. Mais c'était pour elle. Elle avait des pianos à queue. À la fin de sa vie, elle en avait 2 dans son grand salon. Et puis alors, tempérance, c'est aussi, elle a été une grand-mère. Avec son fils Alain, il a eu des enfants, des arrière-petits-enfants. Elle est devenue une matriarche, finalement, au bout du compte. Avec tous ses petits-enfants, elle s'est arrangée pour les garder. Et puis alors, quand on additionne là-haut et puis tout en bas, c'est un pendu. Et bien, elle savait, elle a parlé tout à l'heure, Nathalie, du pendu. Elle savait, quand on a fait l'ancrage karmique comme ça ici, mais on le retrouve puisqu'on a encore un ermite ici, c'est important ça, eh bien, elle sait attendre son heure. Pour moi, le pendu, c'est toujours de la patience. Elle attend son heure, elle ne fait pas de vagues. Et enfin, la reconnaissance sociale et politique, puisqu'elle a été complètement ignorée Elle n'est jamais sur les photos de Paris Match quand il meurt. Hein. Madame Malraux, c'est elle quand même l'épouse. Eh ben, on voit Sophie de Villemorin, Clara, elle monte, on voit Florence, et elle n'y est pas. Donc, elle a été bafouée, répudiée par son deuxième mari. Eh ben, elle a attendu son heure. Et finalement, elle a pu reprendre le piano. Vous voyez, tout doucement, mais elle a la force de continuer. C'est vraiment son soleil en bélier. Hein. Je reviens. Voilà, et puis, comme je vous ai dit, l'audace, oui, Math, je l'ai déjà dit. Donc, cette tempérance, c'était beaucoup de souplesse, il fallait beaucoup de souplesse pour vivre avec Malraux, d'abnégation, de diplomatie, c'est vraiment de la diplomatie, tempérance. Et puis l'oubli de soi, je ne sais pas où il est, l'oubli de soi pour vivre avec Malraux. Alors, vous voyez, ça, c'est aussi, elle a été à chaque fois une très bonne épouse. Ils sont 2, là, le soleil. Elle donnait de l'amour, c'était elle l'âme de la maison. Le soleil de la maison, c'était quand même elle, hein, chez Malraux. Parce qu'ils ont eu, j'ai oublié de vous le dire aussi, il y a eu un attentat. Lui, il a tiré le malheur, André Malraux, on peut le dire. Après la mort des 2 garçons, il y a eu un attentat. L'OAS a jeté une grenade, une bombe sur la maison de Boulogne. La fille de la concierge a perdu la vue avec ça. Alors, du coup, ils sont allés vivre à la Lanterne. La Lanterne, c'est la résidence du Premier ministre que Claude Pompidou avait mis à sa disposition. Alors, tout ça, ça lui déplaisait énormément. André Malraux, il était jaloux. Bon, quand il l'a répudié, il n'avait plus droit à la Lanterne non plus. Vous voyez, quand il l'a chassé. Bon. Oui, il n'y a pas de roue de fortune hein, pour rebondir. Ah ben oui, il y en a une, mais il n'y en a pas pour rebondir. Mais par contre, c'est la 13. Je défriche et je recommence, qui vont avec les maths. Et ce soleil en 6, eh bien, regardez, hein, il est là. On le retrouve encore au poste 6. Donc, elle en donne tous les jours. Tous les jours, elle fait de son mieux.
On l'a dit, Verlaine, la vie humble aux travaux ennuyeux et faciles est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour. Bon, elle n'avait pas la pioche à la main, hein, mais petitement, elle faisait le bonheur de la maisonnée, avec ce soleil ici en 6 et encore ici, dont elle inondait toute la maison, tout en étant très austère. Ça ne faisait pas faux folle, hein, un peu triste. Oui, vous avez des remarques sur le thème, ou sur l'étoile, ou les deux? Visiblement, la majorité est silencieuse. Là aussi, il y a l'abstention. Non, 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 déconnez pas. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un de secret, quelque part. C'est Scorpion, ça. Oui. Ah oui, oui, oui. C'est pas des. Il est bien possible, si on n'est pas parlé d'elle au moment de la mort d'André Malraux, que c'est peut-être aussi elle qui avait demandé, qui ne voulait pas Non, être en premier plan. Ouais. non, la place était prise. Oui, mais Et puis, c'était quand même, j'imagine que c'était extrêmement. Elle avait plus d'argent. Elle n'a pas pu obtenir de divorce. Donc, enfin, c'était pour son ego, c'était une horreur. Au revoir, je ne veux plus te voir. C'est ça qu'il lui a dit. Et il a dit, alors, elle est où cette phrase très ambiguë? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand il l'a mise à la porte, il lui a dit, je ne sais pas. C'est horrible. De Villemorin, il a dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et et on n'a jamais su si ça voulait dire, je ne sais pas ce qui m'a pris de te répudier, d'aller voir Louise de Villemorin, parce que franchement, ils s'embêtaient avec Louise de Villemorin après. Ou bien, je ne sais pas ce qui m'a pris de t'épouser. On ne sait pas à quoi il fait allusion. Mais il lui a dit ça, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et puis, eh ben, elle était abandonnée. Donc, remonter la tête. Bon, c'est grâce à Claude Pompidou, apparemment, qu'il a aidé. Elle a été invitée à New York comme elle côtoyait des gens très importants et très riches, du coup, c'était plus facile pour relancer sa carrière à New York. Et du coup, gagner de l'argent, puisqu'elle n'en avait pas. Il ne lui donnait rien, ni pension alimentaire, rien. Il n'y avait rien. Il n'a jamais voulu divorcer. Donc, en fait, elle était l'épouse en titre quand même quand il est mort. Elle n'est même pas sur Paris Match. On voit Florence, on voit la nièce de Louise de Villemorin, puis c'est tout. C'est assez curieux, ça, quand même. Oublié, quoi. Oublié. on se demande si André Malraux a aimé les femmes. Il était misogyne. Oui. Ça donne quand Il n'y même. en avait que pour lui. Il n'y en avait que pour lui. Point. Ouais. Il était bien autocentré. Il est là. Le voilà. Ouais. Ah oui. Oui. Il fallait une femme qui lui fasse honneur. Vous voyez, Lune en Lion. Bon, ben, il la sort. Il faut qu'elle soit très bien. Ça, il lésinait pas. Tant qu'elle était avec lui, elle allait que chez les très, très grands couturiers. Enfin bon. Mais il fallait qu'elle soit représentative. Et voilà, qu'elle lui fasse honneur. Et puis, d'ailleurs, ce qu'elle faisait, parce qu'elle était très, très agréable, avec toute cette tempérance au poste 16, elle est très délicieuse dans le. Vous voyez, elle sait se tenir, quoi, on va dire. Et elle sait parler et tout. Mais il n'y en a que pour lui. Que pour lui. Ouais. Oui. Oui, le maître d'ascendant est en Sagittaire, il prend toute la place. Et Uranus, il veut être l'individu qu'on regarde. Lui. Après, il y avait quand même des aspects, je veux dire, comme tu l'as bien expliqué, le soleil sur la lune, lune sur soleil, il y avait quand même de. Ah, ça, c'est Roland. C'est Roland. C'est Roland, ça, c'est le premier. Ah, pardon. Soleil-lune, soleil-lune, là. Ah, bah alors, la oui, lune, bah, voilà. là, ça, c'était Roland. Mais avec lui, il n'y a pas, avec le deuxième, il n'y a pas rien non plus. Hein. Ils sont inversés, Scorpion et Bélier. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit? La Salune ici. Oui. Ah ben, faudrait voir les vertex. Les vertex, c'est le karma. Ce sont des rencontres karmiques. Comme s'il n'y en avait pas. Comme s'il y en avait qui n'étaient pas. Mais enfin, bon. Je sais pas, il faut regarder les vertex en 14. Il faut que ce soit exact. Hein. Non, il n'y a rien là. Non. Et puis l'autre, il a Pallas. Pallas, c'est son impératrice au poste 3.
Ah non, 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 je me trompe. Son vertex, il est là à 9 balances. Oui, non, mais il n'y a rien sur la balance. Elle a rien, elle a rien. Et elle, en Gémeaux, lui, il n'a rien en Gémeaux. Il n'a rien, c'est là. Non, ils n'ont En rien. Gémeaux, il y a un bout de Pluton, mais ce n'est pas grand-chose. Il est loin, il est trop loin. loin. Il faut que ce Il est soit loin. vraiment très proche. C'est les conjonctions de l'un à l'autre sur le vertex, ce sont des rencontres hautement karmiques. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Mm. C'est-à-dire qu'il ne pouvait jamais être tout seul, André Malraux. Regardez, il a cette lune noire sur la pointe de 7. Il lui faut toujours quelqu'un. Il faut qu'il soit toujours accompagné. Il a toujours été en couple d'une façon ou d'une autre. Avec cette lune noire et Vesta, ici, sur la pointe de 7. Il a besoin d'une gardienne du foyer. Absolument. Et toutes ces femmes, c'est ce qu'elles ont été, la gardienne de son foyer. Avec Josette Clotis, il a été épouvantable. 2 garçons, il ne voulait toujours pas l'épouser à l'époque, vous vous rendez compte. 2 bâtards, voilà, 2 bâtards, on ne peut pas dire les choses autrement. Et il n'a jamais cédé. Et c'était quand même lui le père de ces bâtards, quand même. Enfin. Ah oui, 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 oui. Du coup, pas... Roland, il s'est dévoué pour dire que c'était lui le père, mais enfin pour le papier, quoi. C'est incroyable, ça. Ça demandait beaucoup de courage parce qu'il risquait la prison pour l'histoire. Voilà. Ça ne vous dit rien, tout ça? Ce personnage ne m'est pas sympathique. Lequel? Alors, André Malraux. Ah oui, non, moi non plus. Hein. Moi non plus. Non, non, non. Et c'est un voleur, un menteur. Ah oui, non plus. Ah, oui. Ah, bah, on va dire ça sur les ondes. Mais et ils nous ont gouvernés. Oui, bah oui. C'est ni le premier ni le dernier. Cela dit, c'est quand même lui à qui on doit le ministère de la Culture, et ça, c'est quand même une belle chose. Oui, tout à fait, tout à fait. Il a sauvé le Marais. Mais la mentalité. C'est peut-être pas une coïncidence, ça non plus, tiens. Il a sauvé le Marais, ça c'est important. Alors, Jacqueline Kennedy, dans ses mémoires, elle en dit le plus grand mal, alors qu'elle est là à minauder. Sur les photos, on la voit qui minaude avec lui. Elle a fait venir la Joconde et tout. Et puis, finalement, elle en dit beaucoup de mal dans ses mémoires. Oh, d'accord. Elle se venge par derrière. Oh. Elle n'était pas bien franche non plus. Jacqueline Kennedy. Je pense que c'était quelqu'un qui devait être brillant sur le plan intellectuel. Très, très, très. C'est ça qu'il était très... Qui devait être très séduisant. Le verbe séduisant, on va dire. Voilà. Ouais. C'était son charme. Dominateur et très charismatique. Et c'est ça, il séduisait par sa culture et son intelligence. Ouais. Et son écriture est très, très plaisante à lire. Alors, ça bouillonne de génie, c'est un génie. Mercure, voilà. Mercure, Scorpion. Après, ouais. Au nœud nord, un conjoint part-il au nœud nord. Il va vous séduire par son esprit. Et en plus, maître de Troie, par ses écrits. Je me demande si ce n'est pas lui, mais peut-être que je me trompe, qui a été mis en Pléiade de son vivant, ce qui est assez rare. Mais peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est lui. Parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, et comme je préparais ça, ben ça doit être lui. Mais des fois, je ne cours pas 36 lièvres à la fois, mais... Bon, la prochaine fois, ce sera un personnage taureau, et ce sera Sylvain Tesson. Ah, d'accord. Un écrivain, encore un écrivain français. Oui. C'est cet écrivain qui a fait une chute, qui l'a paralysé pendant des années et qui l'a défiguré en quelque sorte. Oui, oui, qui grimpe, qui grimpe, oui, aux façades. Alors, je trouve que c'est un beau sujet, Sylvain Tesson. Tout à fait. Voilà. Bon, il a écrit La Panthère des Neiges. Son dernier livre, c'est La Panthère des Neiges.
C'est le dernier? Oui, Oui. ils en ont fait un film Hmm. aussi. Un film qui, paraît-il, est magnifique. Hein. Oui, oui, oui. Sur le plan photo, etc. Et ceux qui ont lu le bouquin et qui ont vu le film, ils ont beaucoup aimé, ce qui est quand même assez rare parce qu'en général, il y a un décalage entre le livre et le film, et là, ils ont aimé. Mais il est allé au tournage. Il y est allé au Népal Ouais. pour le Il a tournage. supervisé. Oui, oui. Il a Oui, supervisé ce qui se passait. Oui, oui, ça, c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Bien, je vais au moins déjà interrompre l'enregistrement. Ah bah oui. Ce qui ne nous empêchera pas de prolonger nos discussions après. Mais pour l'instant, merci beaucoup. Merci Catherine, merci Nathalie. Et rendez-vous le mois prochain, bien évidemment. Au revoir, mesdames. Bonsoir. Messieurs, dames.